dans quelques jours. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Nicolas Bavrez. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Je suis très heureux de me retrouver devant vous à Bordeaux, même si le thème choisi est particulièrement compliqué dans les moments qui se présentent devant nous, puisque nous n'avons jamais eu une élection présidentielle aussi importante et en même temps qui se dérobe tant sur le fond que dans la manière dont le débat se noue. Si on veut repartir un peu de manière plus générale, il faut en revenir à l'histoire qui n'est pas une histoire linéaire, c'est une histoire qui stagne et puis qui accélère brutalement. Et aujourd'hui, il ne fait pas doute que nous sommes dans un de ces moments d'accélération extrêmement rapide de l'histoire, avec toute une série de chocs et de grandes mutations. Il y a eu bien sûr la crise de 2008, la crise de l'euro en 2009. Nous voyons monter l'intelligence artificielle, le numérique, et puis nous avons également le surgissement de l'État islamique, la montée des démocratures, la Chine, la Russie, la Turquie, les chocs sur l'Europe avec les migrants, le terrorisme, le Brexit, et puis plus récemment l'élection de Donald Trump qui déstabilise tout ce qui donnait un peu de cadre et de règles à ce monde, notamment les traités de libre-échange et puis les grandes alliances. Donc une accélération et puis en même temps des espèces de nœuds de l'histoire qu'on a connus avec la Première Guerre mondiale, avec la crise des années 30 et plus récemment avec la chute de l'Union soviétique en 89. Nous sommes de nouveau dans un nœud de l'histoire face donc à ces chocs qui sont des événements qu'on peut appeler des disruptions, donc des événements à la fois improbables, extrêmes par leurs conséquences et irréversibles. Nous en avons eu donc maintenant au cœur du système démocratique avec le Brexit et l'élection de Donald Trump. Et tout le problème aujourd'hui, c'est pour ça que l'élection française intéresse aujourd'hui partout dans le monde, c'est de savoir si cette élection présidentielle française va marquer un nouveau choc, une nouvelle dégradation, évidemment pour la France, mais également pour l'Europe et pour le monde démocratique, ou si elle va, à l'inverse, si elle peut devenir une forme de coup d'arrêt. Donc c'est une élection décisive. Élection décisive pour la France, c'est la dernière occasion de réformer de manière pacifique et démocratique notre pays. Si nous n'y arrivons pas, nous irons vers des formes de violence. C'est aussi décisif pour l'Europe parce que si la France devait basculer dans le populisme, et c'est la logique de cette élection, les réformistes contre les populistes, donc dans ce quatuor qui se dessine aujourd'hui, si les choses devaient pencher du côté de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, il est clair que ça entraîne nécessairement la sortie de la France de la zone euro et un choc majeur sur la dette française. La dette française, c'est 2160 milliards d'euros. Vous voyez que depuis 2009, les problèmes de la Grèce ont empoisonné l'Europe. La dette grecque, c'est 320 milliards d'euros. Et si on regarde du côté de Lehman Brothers, cette faillite dont vous avez vu quelle déflagration elle a entraîné, la faillite de Lehman portait sur 600 milliards de dollars. Donc vous voyez que la dette française, qui a une taille qui n'est pas réassurable ni par le mécanisme de solidarité européen, ni par l'Allemagne, représente aujourd'hui un risque systémique, évidemment pour l'Europe, mais également pour l'économie mondiale. Et la dernière chose, c'est vrai que donc cette élection est majeure pour la France et pour l'Europe. Elle est majeure aussi pour les démocraties parce que c'est vrai que beaucoup de gens attendent à ce que la France soit le prochain domino qui tombe après le Royaume-Uni et le Brexit et les États-Unis avec Trump. Et si ça devait être le cas,
il y aura des conséquences très lourdes pour l'Europe avec la fin du mouvement d'intégration, ça viendrait après le Brexit, et puis évidemment également pour l'ensemble des démocraties qui sont quand même maintenant sous une pression très forte, pression interne du populisme, pression externe des djihadistes et puis des démocratures. Donc voilà pourquoi nous sommes vraiment à un moment assez clé. Et c'est vrai que ce qui frappe, et on va y revenir, c'est l'énorme décalage entre le caractère absolument décisif, central, stratégique de cette élection et la manière dont elle s'est nouée, dont le débat ne s'est pas noué et dont finalement les choses ont été dominées par une assez grande forme et un assez grand degré de violence et puis par une très forte dégradation sur le fond qui a ouvert un large espace aux candidats populistes. Donc je voudrais revenir dans un premier temps sur la nouvelle donne qui s'est dessinée un peu dans le monde, vous montrer comment la France est passée à côté de cette nouvelle donne et ensuite quels sont à la fois les risques mais aussi les chances de redressement de notre pays parce que c'est un moment de très grand risque, ça peut aussi être un moment de très grand espoir si nous arrivons à tenir compte et à remettre notre pays en phase avec le monde réel. Donc, comme je le rappelais, cette histoire dans laquelle nous sommes plongés stagne, puis elle accélère et elle se noue autour d'un certain nombre d'événements décisifs. Les événements décisifs de 2016, ça a été le coup d'État manqué en Turquie avec le basculement de la Turquie dans une démocrature islamique qui devrait, nous allons voir, ça risque de devenir définitif avec le référendum du 16 avril prochain qui transformerait la Turquie non seulement en régime présidentiel mais en une dictature entre les mains d'Erdogan. Et puis les deux autres éléments clés, c'était bien sûr le Brexit et l'élection de Trump. Donc, derrière tous ces chocs, on a 5 grandes révolutions qui aujourd'hui se dessinent. La révolution démographique, nous allons avoir une population mondiale qui va se stabiliser autour de 11 milliards et demi d'habitants. 60% vivront dans les villes avec des agglomérations géantes comme le Grand Pékin qui comptera 110 millions d'habitants, mais aussi beaucoup de villes qui vont compter 20, 30, autour de 50 ou des grandes agglomérations, y compris par exemple sur tout le golfe de Guinée en Afrique. Et donc, il va falloir arriver à faire fonctionner ces agglomérations géantes. Deuxième révolution évidente, le capitalisme universel. La troisième, la révolution numérique. Elle va beaucoup plus vite que les précédentes. Il avait fallu 160 années pour que la machine à vapeur commence à se diffuser dans à peu près la moitié des gens qui pouvaient être touchés. Il a fallu 100 ans pour ensuite l'électricité. Il a fallu une cinquantaine d'années pour les ordinateurs. Il a fallu 10 ans pour Internet et le téléphone mobile. Ça va plus vite, ça touche tous les secteurs et surtout avec l'intelligence artificielle, il est vrai que le rapport de l'homme à la machine change complètement parce que la machine n'est plus seulement le prolongement de l'homme, elle est plus seulement le concurrent de l'homme, elle devient vraiment, elle peut devenir son substitut. Et ça change, ça présente, y compris des problèmes éthiques qui sont considérables. Transition, révolution écologique, et puis les bouleversements géopolitiques avec ce que nous voyons et qui pèse, y compris sur la campagne française, c'est-à-dire les idéologies du XXe siècle sont mortes, mais nous assistons au retour en force de ce que Tocqueville pensait être les deux forces les plus puissantes en matière politique, c'est-à-dire le nationalisme et la religion. La religion, il suffit de voir l'ensemble, la rapidité et malheureusement la sauvagerie de tous ces attentats. Donc nous avons eu Dortmund hier, il y a eu les Coptes en Égypte, il y a eu Londres, Saint-Pétersbourg, Stockholm dans les derniers jours. Donc on voit que le rythme s'accélère et surtout on voit que ça correspond au fait que l'État islamique étant sur le recul en Irak et en Syrie est en train
de se réinstaller, de se redéployer sur 2 théâtres d'opérations majeurs. L'Afrique du Nord, la Grande Afrique du Nord d'un côté, qui va de l'Égypte jusqu'à l'Algérie, et puis de l'autre côté, malheureusement, évidemment, l'Europe et avec une nouvelle mutation du terrorisme en une espèce de réseau social niché au cœur de nos sociétés, qui sera extrêmement difficile à combattre. Tout ceci déstabilise, vous le voyez, les formes traditionnelles. Les entreprises changent, on voit arriver ces entreprises plateformes, les plus célèbres d'entre elles étant Uber ou Airbnb. Le salariat ne disparaît pas, contrairement à ce que disent certains, mais en tout cas le travail indépendant, lui, ressurgit et se développe. Bien sûr, les États-providence se trouvent en porte-à-faux, compte tenu de toutes ces évolutions. La démocratie est également contestée sous la poussée du populisme, et l'Occident lui-même est fragilisé, et il est fragilisé, ce qui est très important aujourd'hui, il est fragilisé de l'intérieur. L'intégration européenne, qui était quand même un des très grands acquis de la deuxième partie du XXe siècle, est aujourd'hui sous le coup du Brexit. Et puis bien sûr les États-Unis qui réassuraient l'ordre mondial. Avec Trump, on a quand même des États-Unis qui donc déchirent les traités de commerce et dénoncent les alliances qui étaient à la fois un relais d'influence pour eux et surtout des éléments très importants de stabilisation du monde et puis de diffusion d'un certain nombre de valeurs et de principes valeurs et principes de l'Occident. Donc c'est bien un cycle historique qui se clôt, un très grand cycle qui venait du XVIe siècle et qui fait que l'Occident avait eu le contrôle de l'histoire du monde du XVIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. La puissance américaine qui avait certes varié, qui avait eu des bons et des mauvais moments, mais cette puissance américaine est aujourd'hui vraiment affaiblie et par les États-Unis eux-mêmes. Et puis enfin, nous avons un changement de cycle économique très net depuis le grand choc de 2008. Face à tous ces événements, vous voyez que les choses sont très claires, c'est-à-dire que la leçon de tout ça, c'est que on s'adapte ou on est marginalisé. Les révolutions technologiques, les grands mouvements de bascule géopolitique, ça fonctionne comme un tamis, c'est-à-dire que certains peuvent rattraper, les autres, s'ils s'adaptent, peuvent rester dans le haut. Et à l'inverse, si on n'arrive pas à saisir ces mouvements, eh bien, on peut se retrouver très vite en queue de peloton. Des exemples que j'aime bien prendre, qu'on a dans les années 30, parmi les 10 premières puissances du monde en matière économique, vous aviez l'Argentine et la Tchécoslovaquie. Pour des raisons tout à fait différentes, vous voyez que ces deux pays ont disparu de la carte des puissances économiques. Donc l'Argentine est autour du 30e rang mondial. Et puis la Tchécoslovaquie, avec d'abord l'occupation soviétique et puis ensuite la partition, est aujourd'hui donc encore beaucoup plus loin. Donc ça vous montre quand même que ce qui est souvent dit, c'est que il suffit de descendre bien bas et quand on sera descendu bien bas, on va remonter. Oui, ça peut marcher, mais il n'y a rien de mécanique dans l'histoire. Les choses ne sont pas automatiques. Comme le disait Raymond Aron, les hommes font leur histoire même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Donc, s'il n'y a pas de volonté de s'ajuster, eh bien, on peut tout à fait passer du déclin à la dérive et à la marginalisation. Or, tous ces grands mouvements, ces grandes révolutions, ce sont des machines à polariser vers le haut ou vers le bas. Donc, si on s'adapte, on part vers le haut. Si on refuse de s'adapter, qu'on soit individu, entreprise, nation ou continent, eh bien, on se retrouve à devoir filer vers le bas. C'est Churchill qui avait une très belle formule. Il disait « Il faut prendre l'événement par la main avant qu'il ne vous saisisse à la gorge ». Eh bien, c'est le deuxième point de ce propos. Malheureusement, en refusant de prendre les événements par la main, la France s'est laissée saisir à la gorge par ces grandes révolutions et elle en paye aujourd'hui le prix par un décrochage spectaculaire au point qu'elle est devenue aujourd'hui clairement un risque. Alors évidemment, c'est à la fois
redoubler, et ça s'inscrit en toile de fond. Nous avons les problèmes de l'Europe, qui 60 ans après le traité de Rome fête cet événement majeur de manière bien triste avec le lancement du Brexit. Une Europe qui est donc sous le feu toujours de la crise de la zone euro. Les problèmes de la Grèce ne sont toujours pas réglés. Il y a la pression de la Russie et de la Turquie. Il y a les attentats. Il y a les migrants. Le Brexit. Donc c'est une Europe qui est ballottée. Mais au sein de cette Europe ballottée, dont les principes sont tout à fait modifiés, parce que finalement, on avait construit l'Europe sur 4 piliers qui étaient la résistance à l'Union soviétique, la garantie, la réassurance américaine, le couple franco-allemand, la paix franco-allemande, et puis l'idée de contourner la politique et la stratégie par l'économie et le droit. Et ces 4 piliers se sont de fait effondrés. Donc il faut aujourd'hui faire autre chose, mais pour faire autre chose, il est bien vrai que aujourd'hui on rencontre très vite le problème de la France. Pourquoi ? Parce que le grand écart qui s'est creusé entre la France et le monde réel du XXIe siècle fait qu'aujourd'hui, elle est pour ses partenaires un risque et non pas un partenaire précisément. Et que ceci interdit pour l'instant de relancer l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque France ? Aujourd'hui, on peut le résumer en une équation. La France, c'est 1% de la population mondiale, c'est un peu moins de 3,5% de la production mondiale, et c'est 15% des transferts sociaux dans le monde. Et donc, de quelque manière qu'on le prenne, ça, c'est absolument insoutenable. Et le quinquennat de François Hollande, puisque les problèmes de la France datent donc de la fin des années 70, le quinquennat de François Hollande a été un quinquennat d'accélération extrêmement spectaculaire de la crise française, tant sur le plan économique que sur le plan politique ou sur le plan international. Et il est bien vrai qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est dans une situation critique. Alors, quand on prend d'abord l'économie, on est passé du déclin relatif au déclin absolu. La France était en 1900 comme en 2000 la 4e puissance économique du monde, mais avec des hauts et des bas prodigieux, puisque il y a eu des périodes de chute spectaculaires dans les années 30 et puis malheureusement à partir donc des années 80, mais il y a eu aussi des périodes très brillantes, ce qu'on a appelé la belle époque, la reconstruction des années 20 et puis bien sûr les 30 glorieuses. Quand on regarde la croissance française, c'est là où on s'aperçoit que les choses sont quand même très structurelles. Elle était de 5,6% dans les années 60. Dans les pays développés, il n'y a que le Japon qui fait mieux. On est passé à 3,7 dans les années 70, 2,2 dans les années 80, 1,9 dans les années 90, 1,5 dans les années 2000 et on est à 0,3 dans les années 2010. Aujourd'hui, en termes de PIB par habitant, donc de richesse par habitant, on dit toujours que la France est un pays riche. C'est le 28e pays sur 192 dans le monde. En termes de PIB par habitant, on est maintenant 13% en dessous du niveau de l'Allemagne. On est 6% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Donc un décrochage extrêmement important, un pays qui se paupérise. D'autant que la démographie, ça c'est plutôt positif, la démographie continue à croître. Prenons maintenant la production, parce que c'est le cœur de cet effondrement, c'est le fait que le système productif se délite. Donc la France est un pays qui n'est pas très spécialisé, mais qui a la chance de pouvoir vivre sur beaucoup de moteurs. C'est un pays où, normalement, on peut faire de l'agriculture, de l'industrie, du service financier, du bâtiment, de l'immobilier et puis du tourisme. Tous ces secteurs, aujourd'hui, souffrent énormément. Il y en a un qui est dans une situation épouvantable, c'est l'industrie. La production industrielle en 2016 était équivalente à celle de 1994. Donc, et ça n'est pas du tout le cas aux États-Unis ou en Allemagne, même en Italie ou au Royaume-Uni. L'emploi, lui, est complètement bloqué. L'emploi privé, c'est 16 millions de postes de travail. Donc, on n'a toujours pas retrouvé le niveau d'avant-crise qui était de 16,6 millions.
Et donc, quand on prend la totalité des postes de travail, on a à peu près 25 millions d'emplois en France, alors qu'on en a plus de 43 en Allemagne. D'un côté, on a 66 millions de Français, de l'autre côté, 82 millions d'Allemands. Mais vous voyez que la différence entre les postes de travail est absolument spectaculaire et que derrière, on a un chômage chez nous qui est de 10%, alors qu'il est de 4,2% en Allemagne. Et en termes de part de marché, on a une chute spectaculaire. C'était encore 18% dans les années 90 dans la zone euro, donc il n'y a pas d'effet de change, et on est tombé aujourd'hui un peu en dessous de 12%. Donc voilà pour la partie économique. Ensuite, il y a évidemment la partie financière. La dette publique française, c'était 20% du PIB en 1980. C'est 96% aujourd'hui. Je vous ai rappelé le chiffre. 2160 milliards d'euros. Et il faut savoir que maintenant, les investisseurs ont vraiment peur. Donc, les seuls Japonais ont vendu pour 14 milliards d'euros de dette française au cours du mois de février. Donc, maintenant, il est clair qu'il y a un mouvement. Alors, pour l'instant, on a une banque. La BCE rachète, mais ça ne durera pas éternellement. Et ce qui est intéressant et malheureux, c'est que quand la zone euro, elle va plutôt mieux, voire plutôt bien. La croissance est autour de 1,8%. Le chômage est passé de 12,2% à 9,6% en 2 ans. Donc ça baisse fortement, y compris dans un pays comme l'Espagne. La zone est excédentaire en matière de commerce extérieur de plus de 250 milliards d'euros. Le déficit, là encore consolidé, c'est 1,7% du PIB. Et puis la dette, elle diminue et elle est stabilisée autour de 90% du PIB. La France, vous voyez que maintenant, elle est tout à fait en queue de peloton et qu'elle est tout à fait en dessous des performances de la zone euro. Et ça crée un risque évidemment pour elle-même et un risque pour la zone euro. Donc voilà pour le problème économique. Ensuite, on a évidemment un modèle social qui du coup est en train d'imploser parce que cette décroissance à crédit, évidemment, parce qu'elle produit un chômage permanent, le chômage, ça détruit non seulement l'économie, mais ça détruit la société, ça détruit la citoyenneté. Quand on n'a plus de travail, on le voit très bien, c'est le cœur de la déstructuration des territoires et de la société française. Et malheureusement, ce chômage permanent est en train d'abîmer énormément non seulement notre économie, mais de faire voler en éclats la cohésion sociale et de faire voler en éclat la citoyenneté. Et ce, d'autant que, de fait, cette société est une société qui est maintenant largement bloquée vis-à-vis des jeunes et que on voit monter la violence, avec d'ailleurs des traductions dans cette campagne électorale. Alors certes symboliques, ce sont des œufs, de la farine, mais c'est quand même des propos extrêmement violents. Mais ça, c'est la marque d'une dégradation et surtout, bien évidemment, c'est un pays qui du coup était particulièrement vulnérable à l'arrivée d'un terrorisme qui est aussi un terrorisme intérieur, puisqu'il y a à la fois des commandos venus de l'extérieur, ça c'était le Bataclan et le Stade de France, mais il y a aussi un terrorisme qui est un terrorisme intérieur et que nous avons vu à l'œuvre avec Charlie, avec également les drames de Nice, de Magnanville ou d'autres. Depuis 2015, la France est le 3e pays le plus touché par les victimes du terrorisme en dehors des zones de guerre. Nous avons eu donc 340 morts et plus de 800 blessés graves. Donc c'est un pays dont la paix civile est clairement menacée. Et il est vrai que donc il ne s'agit pas de tomber dans une rhétorique et d'alimenter cette rhétorique de la guerre civile, mais il faut quand même admettre qu'il y a une pression extrêmement forte et qu'il est fondamental d'arriver à restaurer la sécurité, parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement économique, on l'a vu avec le tourisme, et il n'y a pas non plus de liberté.
Donc vous voyez qu'on est passé de la crise économique à la crise sociale, de la crise sociale à cette crise nationale, et puis évidemment la dernière manifestation, c'est la désintégration du système politique. Donc de fait, nous vivons une campagne présidentielle qui n'a pas de précédent. Elle n'a pas de précédent parce que c'est la première fois que le président de la République fait face à un échec tel qu'il n'a même pas pu se présenter, y compris aux primaires de son parti. Ensuite, parce que le clivage droite-gauche a disparu au profit, si on peut dire, d'un clivage entre les réformistes et les populistes. Quand on fait le total pour l'instant des intentions de vote, les populistes de tout poil ont quand même un avantage 56-44. Donc c'est une élection qui se joue autour d'un clivage sociologique entre la France périphérique et la France dite des inclus. Et puis, bien sûr, c'est surplombé par le fait que le Front National, sous François Hollande, est devenu le premier parti de France. Donc, c'est vrai que cette élection qui est décisive, cette élection qui dans le système de la Ve République est l'élection majeure où le pays et les citoyens décident de leur destin, c'est finalement déroulé de manière... Alors, il y a l'effet des primaires, mais il y a également le fait que entre la pression des affaires, la violence des échanges ou la radicalisation des postures, finalement, on a à la fois peu traité de beaucoup de questions de fond, et puis on s'aperçoit qu'il y a quand même une dérive démagogique qui presse, y compris les candidats réformistes, avec notamment, ce qui est très spectaculaire, c'est de voir qu'on a quand même des déluges de propositions de dépenses publiques dans un pays où elles représentent déjà 57% du PIB. Donc on en a 250 milliards chez Jean-Luc Mélenchon, on en a 150 milliards chez Marine Le Pen, on en a quand même une bonne soixantaine de milliards chez Emmanuel Macron, on en a moins chez François Fillon. Mais vous voyez que du coup, en fait, la campagne n'a pas du tout pris le cours d'un ressaisissement du réel, ce qui aurait été évidemment souhaitable, et qu'elle s'achève maintenant vraiment avec, là encore, une situation sans précédent, c'est-à-dire que on a 4 candidats, un quatuor qui s'inscrit dans un écart de 4 à 5 points, ce qui veut dire que toutes les combinaisons sont possibles parce qu'on est dans la marge d'erreur des sondages, et comme par ailleurs on a 40% d'indécis, pour l'instant, la combinaison entre ces 4 est quelque chose de parfaitement opaque. Donc, vous voyez bien tous ces facteurs de risque. En même temps, donc il y a bien une heure de vérité avec de très grands risques, et en même temps, c'est un moment historique qui comporte sa part d'espoir, parce que il y a beaucoup de paradoxes là-dedans, comme je l'ai rappelé après le Brexit et Trump. Si la France finissait par faire un choix responsable, il est clair que ça serait un signal extrêmement positif, que ça changerait le regard du monde sur notre pays. Il est clair aussi que la France conserve beaucoup d'atouts et qu'elle pourrait, si elle les valorisait au lieu de les détruire, repartir assez vite du bon pied. Et puis enfin, le dernier paradoxe, je vais y revenir, c'est que les remèdes au malheur français sont parfaitement connus, mais ne sont pas déployés pour des raisons proprement politiques. Alors quand on regarde autour de nous, ça c'est aussi un motif d'espoir, c'est-à-dire que il y a des particularités françaises, il y a une exception française qui vient notamment du face-à-face entre le citoyen et l'État, des institutions de la Ve République qui sont très particulières, du modèle de développement des 30 Glorieuses qui a été très réussi, mais qui en même temps est très décalé du monde d'aujourd'hui. Mais il faut quand même voir que toutes les démocraties sont des régimes conservateurs et que ça n'est facile nulle part de changer.
On dit volontiers que, et c'est tout à fait vrai, que l'agenda 2010 de Schröder a sauvé l'Allemagne, mais il faut rappeler que Schröder a eu à faire face à des manifestations très importantes tous les lundis pendant plus de 2 années. Donc ça ne s'est pas fait simplement. La Suède, le changement de la Suède ou du Canada dans les années 90, ça n'a pas été simple non plus. L'Espagne, plus récemment, s'est relevée, mais avec des tensions politiques très importantes. Et vous en avez vu la manifestation avec la montée de Podemos. Alors, quand on regarde ces expériences réussies, on s'aperçoit de quoi? Il n'y a pas de modèle qu'on puisse utiliser. En revanche, chacun doit faire avec ses atouts. Et puis, il y a quand même des points communs, c'est-à-dire que pour réformer une démocratie, il faut un leadership politique fort, il faut un projet qui soit validé par les électeurs, avec un mandat clair, et puis il faut une méthode, un calendrier pour conduire le changement. Donc, c'est ça qui doit être recherché par ce cycle électoral géant à 8 tours que nous affrontons avec les 2 tours primaires de la droite, primaires de la gauche, présidentielle et législative. Et c'est là que le problème se noue. Alors, sur la voie nationale, comme je le rappelais, la France est finalement le meilleur cas de retournement du monde développé. Pourquoi? Parce que l'écart entre ces performances qui sont très dégradées et son potentiel, cet écart est maximal. Les atouts français sont immenses. La démographie, c'est un pays qui continue à avoir du capital. C'est un pays qui a surtout du capital humain de manière impressionnante, avec la French Tech, avec des cerveaux, avec des entrepreneurs. C'est un pays qui a des infrastructures, qui a des universités, un pays qui a des savoir-faire, qui a des marques, des pôles d'excellence dans le public, dans le privé, des services publics qui fonctionnent encore pour une part d'entre eux, et puis une civilisation, nous sommes ici à Bordeaux, la gastronomie, le mode de vie, la civilisation, le patrimoine, ce sont des atouts qui sont extrêmement importants dans un monde du XXIe siècle qui en fait devrait très bien nous convenir, parce que quand vous regardez les sources de croissance du XXIe siècle, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve l'économie de la connaissance, les classes moyennes des pays du Sud, le décollage de l'Afrique, l'économie de l'environnement, les seniors. Dans tous ces aspects, nous avons des points forts et des choses à faire valoir. Donc c'est très paradoxal qu'on se soit retiré de ce monde. Ensuite, là encore, maintenant, les mots français, MAUX, sont parfaitement connus et les remèdes sont également maintenant bien déterminés. La France a besoin de passer 6 pactes pour se reconstruire. La première urgence, comme je le disais, c'est la production. Ce qui est quand même frappant, c'est de voir que dans la plupart des programmes qui sont aujourd'hui présentés, ces programmes, à l'exception sans doute de celui de François Fillon, mais obéissent tous à une logique assez keynésienne, c'est-à-dire que on s'occupe d'abord de la demande. Or, il suffit de regarder le mois de janvier, 8 milliards d'euros de déficit commercial. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé en 81, c'est-à-dire que si vous faites de la relance de la consommation sur un appareil productif qui n'a pas la capacité d'y répondre, vous faites la fortune de vos concurrents. Et on a déjà aujourd'hui un déficit commercial de 2,2 points du PIB par an. Il est clair que tout argent injecté sous forme de demande va d'abord faire la fortune des pays qui sont autour, en partie les pays européens et également les pays émergents. Donc la priorité, c'est la production, parce que c'est une fois qu'on a rétabli un appareil productif performant qu'on peut à la fois verser des salaires et générer des impôts qui permettent de rembourser la dette. Et de ce point de vue-là, bon, les choses sont connues, c'est-à-dire que les entreprises françaises sont soumises à un carcan réglementaire et fiscal qui est aujourd'hui insupportable. Elles paient 18% du PIB de prélèvements divers contre 9% pour leurs concurrentes allemandes. La deuxième priorité, qui est fondamentale, c'est évidemment le travail. Nous sommes dans une économie de service, une économie de la connaissance, donc la première valeur ajoutée, c'est le capital humain, le travail. On ne peut pas avoir
faire de ce facteur de production décisif, on ne peut pas le ligoter sur les prix et les taxes et le ligoter également sur le volume et sur la réglementation. Donc, il est certain que l'idée d'aller vers une flexi-sécurité à la française, où on ne protégerait, on arrêterait de protéger les emplois, ce qui n'a aucun sens, mais on protégerait mieux les gens en les aidant à avoir une employabilité forte et en les aidant dans leur trajectoire et dans leur changement d'emploi, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Ça passe par un allègement considérable du droit du travail. Ça passe aussi donc par la mobilisation, notamment des fonds de la formation professionnelle qui sont très mal utilisés, pour renforcer l'employabilité et la portabilité des droits. Ensuite, le troisième pacte, c'est le pacte éducatif. La France consacre 6,1% de son PIB à l'enseignement primaire et secondaire. C'est entre 1 et 1,5 points de PIB de plus que ce que font la plupart des pays développés. Avec ça, nous formons, si je puis dire, chaque année 181 000 jeunes qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. C'est vraiment, s'il y a un scandale de la République, c'est bien celui-là. Et si vous laissez le côté tragicomique de la situation dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait permettre d'améliorer la situation est systématiquement moqué, et tout ce qui a créé cette situation et qui nous coule est considéré comme un tabou dont non seulement on n'a pas le droit de le changer, mais on n'a même pas le droit d'en parler. Et donc, le système éducatif français est un système éducatif totalement à la dérive et qui doit absolument être changé, pas dans les programmes ou à la périphérie, mais dans la manière dont il fonctionne. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la base, c'est d'avoir des établissements qui soient beaucoup plus autonomes, avec une liberté pédagogique qui soit renforcée. Quatrième pacte, le pacte financier. On ne peut pas continuer à vivre avec 57% du PIB de dépenses publiques. Donc effectivement, il y a 100 milliards de dépenses à couper. Comme on n'a jamais fait de commencer ce travail sérieusement, en fait, ça représente un petit 8%. Donc sur un quinquennat, ça fait 1,5% par an. Par rapport aux gains de productivité, c'est vraiment quelque chose qui, normalement, peut se faire de manière, à condition de le faire de manière intelligente et méthodique, c'est-à-dire de ne pas faire des coupes automatiques, mais de réfléchir à ce que l'État doit faire, parce que, par exemple, il faut réinvestir dans l'État régalien, qui ne représente plus que 2,8% du PIB, alors que l'État-providence représente 34% du PIB. Cinquième pacte, le pacte sur la sécurité. C'est fondamental. La manière dont on a laissé monter la violence dans notre société, sous des formes extrêmement variées, est une manière, c'est vraiment quelque chose qui menace aujourd'hui la liberté. Et donc ça n'est pas acceptable. Et ça n'est pas seulement le problème du terrorisme, c'est toute une série de manières d'être, toute une série de débordements systématiques, le recours à une violence, le refus des règles de l'état de droit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui met en risque notre démocratie. Et si on fait tout ça, eh bien, le pacte européen, il sera facile à nouer, puisque ça permettra de reprendre une discussion d'égal à égal avec l'Allemagne, étant entendu, et c'est là où les choses sont aussi comportent leur part de positif, que vous voyez que l'élection de Trump et surtout le Brexit crée une nouvelle donne qui est aussi une nouvelle donne qui peut être favorable à la France. Je l'ai dit, coup d'arrêt au populisme si nous arrivons à le donner. Et par ailleurs, après le Brexit, notre pays est le seul en Europe qui soit membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est une force de dissuasion autonome, qui est un modèle d'armée complet, la capacité à projeter des troupes, à entrer en premier sur un territoire d'opération complexe. Et ça, ce sont des atouts fondamentaux pour notre pays, mais aussi pour le continent européen. Donc, vous voyez que dans le rapport avec l'Allemagne,
Aujourd'hui, les Allemands, qui se sont longtemps moqués de la dissuasion nucléaire française, ne s'en moquent plus du tout. Il suffit de regarder, d'écouter les discours de Vladimir Poutine ou de regarder ce qui se passe aujourd'hui en Corée du Nord pour comprendre que le nucléaire fait partie de l'histoire du XXIe siècle, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore. Mais donc, tout ceci fournit les éléments d'une nouvelle donne qui peut permettre à notre pays d'essayer de se redresser. Alors là où les choses sont effectivement compliquées, c'est que si vous vous rappelez les conditions que j'ai indiquées, il faut un leadership politique fort, il faut un mandat clair des citoyens, il faut un projet et puis une méthode et un calendrier. Donc à travers cet enchaînement des présidentielles et des législatives, arriverons-nous à avoir un président légitime et une majorité à l'Assemblée nationale? Évidemment, il y a un énorme point d'interrogation, puisque pour l'instant, celui qui est le plus susceptible d'avoir une majorité, c'est François Fillon. Et il fait partie des 4, mais c'est pour l'instant... Donc, il est certainement pas enfin, il n'est pas pour l'instant en tête. Et pour les 3 autres, la majorité est extrêmement improbable. Ensuite, il faut un projet clair. Et les projets ont tous été pas mal abîmés par la campagne. On verra le mandat des citoyens. Il faut attendre évidemment le résultat du vote, et du vote aussi pour les législatives qui vont avoir un rôle extrêmement important cette année. Et puis enfin, méthode et calendrier. Il faut reconnaître que ça fait partie des grands absents de cette campagne. Elle a beaucoup dérivé sur des problèmes annexes et on a finalement très peu parlé de la manière de conduire les changements dans notre pays, alors que ça aurait dû être, à mon avis, un des grands acquis de cette campagne électorale. Donc, pourquoi est-ce que... Parce que vous voyez que finalement, pour changer un pays, on retombe sur la phrase de Clémenceau qui disait qu'en politique, il faut savoir ce que l'on veut. Une fois qu'on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Une fois qu'on l'a dit, il faut avoir le courage de le faire. Et cette cohérence entre la pensée, le discours et l'action, c'est vrai qu'on a du mal à la voir émerger dans les débats qui se sont déroulés depuis donc maintenant 3 à 4 mois et qui vont encore se dérouler pendant un peu moins d'un mois. Au-delà de la France, je reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a un intérêt très fort. Il y a évidemment le problème de l'impact éventuel d'un choc sur la dette française, sur l'euro et sur le système financier mondial, mais il est bien vrai qu'il y a aussi une forme de test sur la capacité des démocraties à répondre à la pression du populisme. Or, répondre au populisme, ça n'est pas seulement le dénoncer par les mots, c'est répondre aux raisons de la colère et au terreau du populisme. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on réinstalle de la croissance? Comment est-ce qu'on la répartit? Comment est-ce qu'on crée des emplois? Comment est-ce qu'on intègre les jeunes et comment est-ce qu'on a un équilibre plus satisfaisant entre les générations? Comment est-ce qu'on restaure la paix civile et comment est-ce qu'on résiste aux djihadistes et aux démocratures? Donc ce sont ces réponses-là qui doivent être apportées pour pouvoir ensuite stabiliser à moyen terme les démocraties. Donc, vous voyez que au terme de ce parcours, notre pays se trouve vraiment donc à un moment vraiment décisif de son histoire, pour lui-même comme pour les autres. Il l'aborde dans des conditions qui sont effectivement des conditions très dégradées, parce que le quinquennat de François Hollande a été un désastre, placé sous le signe du nihilisme. Il a tout détruit, y compris son propre parti. Et donc, il y a un impact très fort sur la déstructuration du pays. Donc, cette élection va se jouer un peu comme le Brexit et l'élection de Trump, sur l'affrontement entre les réformistes et les populistes. Il faut souhaiter évidemment qu'il y ait au moins un candidat réformiste au deuxième tour. Et
il faudra le soutenir de toutes les manières possibles. Et vous voyez que le premier tour va aussi être extrêmement important parce que classiquement, à partir du moment où c'est un jeu à 4, ce qui n'est jamais arrivé, tous les jeux tactiques ou stratégiques où, si vous voulez, il va falloir voter, avoir un vote de conviction dès le premier tour, parce que le vote stratégique risque d'avoir des effets qui sont des effets redoutables, en ouvrant en fait plus largement la voie aux candidats populistes. Je finirai simplement. Vous voyez que le pays est donc dans un moment très compliqué, des risques, mais aussi des espoirs. Le système politique est extrêmement dégradé, peut-être encore plus que le pays, et c'est un des moments où finalement une démocratie dépend avant tout de ses citoyens. Et ces citoyens ont un choix cardinal à faire, soit ils se laissent emballer et ils participent du déchaînement des émotions, soit les citoyens arrivent à ne pas céder à la tentation de la colère et à se raccrocher à la raison. Husserl, qui était un des très grands philosophes du XXe siècle, qui a inventé la phénoménologie, a été donc forcé de prendre sa retraite par les nazis à partir de 1930. Il a été remplacé par Heidegger, qui lui a pris son poste et qui, lui, a adhéré au parti nazi. Et Husserl a eu l'interdiction de sortir du territoire, d'enseigner, de suivre ses étudiants et de sortir du territoire allemand. Il a pu le faire néanmoins en 1935, où il a prononcé à Vienne une conférence extraordinaire sur la crise de l'identité et de la pensée européenne. Et il finissait en 1935, il est mort en 1937 ensuite, avant la Seconde Guerre mondiale, mais il avait conclu sur l'héroïsme de la raison. Et en expliquant que finalement le destin de l'Europe c'était soit de disparaître, soit d'arriver vaille que vaille à renaître autour de l'héroïsme de la raison, qui était finalement le vrai fil conducteur de l'histoire de l'Europe. Eh bien, je crois qu'on se retrouve dans une situation qui est une situation comparable. Donc, je crois que nous vivons des temps où il faut aujourd'hui se rattacher et croire à cet héroïsme de la raison, croire aussi et finalement refuser de céder à la démagogie, dont Thucydide dans la guerre du Péloponnèse a montré que c'est comme ça que Athènes est morte, puisque avec les engouements d'Alcibiade qui a convaincu Athènes, contrairement aux sages préceptes de Périclès, de se lancer dans l'expédition de Sicile, Athènes a non seulement été battue militairement, mais ensuite la démocratie s'est effondrée. Et Thucydide disait se reposer ou être libre, il faut choisir. Eh bien, je vous appelle à ne pas vous reposer, à faire le choix de la raison et de la liberté. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous de jouer et de parler. Voilà, merci Nicolas Bavret. Si vous avez des questions, messieurs, dames, je vais faire circuler le micro. La première question est toujours la plus dure à poser. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, tenez. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la dette. J'aurais deux questions sur ce sujet. Quels sont les principaux créanciers? Seconde question, quelle serait l'incidence d'une augmentation des taux de 50 ou 100 ou 150 points de base? Alors, la dette française a deux caractéristiques. Par exemple, c'est la grande différence avec l'Italie, qui a aussi à peu près 2000 milliards de dettes, mais la dette française est détenue à 67% par les étrangers. Donc, c'est par définition, les étrangers, ils peuvent sortir très vite. Et ensuite, c'est une dette qui est une dette à très court terme. Donc, c'est pour ça que chaque année, on doit emprunter entre 180 et 200 milliards d'euros, qui sont des sommes quand même extrêmement importantes. Et aujourd'hui, il est clair que notamment les Asiatiques, grosso modo, les grands investisseurs en dette française, c'est les Asiatiques et l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, les Asiatiques vendent massivement
Et en Amérique du Nord, et ça se dégage aussi, beaucoup des grands assureurs européens sont en train de sortir aussi de la dette française. Dans le cadre du quantitative easing, pour l'instant, il y a un acheteur qui est la BCE, mais normalement, la BCE va ralentir ses achats au cours de l'année, donc on peut se retrouver dans une situation compliquée. Alors, sur le prix, c'est tout à fait bien connu, c'est-à-dire que un point de taux d'intérêt en plus, c'est-à-dire 100 points de base, c'est 12 milliards d'euros sur 5 ans en plus. Donc aujourd'hui, le service de la dette, c'est à peu près, c'est beaucoup descendu avec les taux, donc c'est entre 40 et 42 milliards d'euros. Donc vous voyez que 12 milliards d'euros, ça remonte ensuite très vite. Et c'est vrai que si ça doit... ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart de taux avec l'Allemagne, était monté. Donc les taux français ont pris à peu près 1 point depuis l'été dernier. L'écart était monté avec Madame Le Pen, il a redescendu quand elle baissait, et aujourd'hui il remonte avec Jean-Luc Mélenchon, et donc on est de nouveau avec un écart de taux de 72 points de base avec l'Allemagne, mais qui pourrait s'accroître assez vite, et notamment si on se retrouve avec un deuxième tour entièrement populiste Mélenchon-Le Pen. Il est clair que là, alors ce qui n'est pas heureusement l'hypothèse la plus probable, mais comme je le disais, quand on a 4 candidats en 4 à 5 points, avec une marge d'incertitude des sondages autour de 3-4 points et par ailleurs 40% d'indécis, c'est pas l'hypothèse la plus probable, heureusement, mais c'est en même temps une hypothèse qui est pas nulle. Et là, c'est vrai que ça s'accroîtra très vite, parce que si on devait avoir ce type de configuration ou un péril populiste important, par ailleurs, on va avoir des sorties de capitaux massives, puisque tant dans l'hypothèse Mélenchon que dans l'hypothèse Le Pen, on aura forcément un contrôle d'échange qui sera instauré très vite. Et donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui feront partir des fonds pendant l'entre-deux tours. Dans ce cas-là, le moins catastrophique. Pour l'instant, on va essayer d'éviter ça. Je pense que ça... Ouais, très... Franchement, moi j'ai lu tous les programmes, les deux sont ahurissants, parce que Mélenchon fait une superbe campagne. Quand on regarde finalement les 3 terrains d'un candidat, il y a la télévision, les réseaux sociaux et les meetings. Et il a été le meilleur sur les 3 terrains. Donc c'est finalement assez normal qu'il en soit crédité. Mais quand on regarde le programme, c'est vraiment du Chavez, hein. Donc plus 2 choses. Donc c'est chavézien sur le plan économique, c'est pacifisme intégral dans une période quand même qui s'y prête à mon avis pas vraiment. Et enfin, il ne préconise pas la sortie de l'euro, mais quand il explique qu'il va discuter avec les partenaires européens et que la condition pour y rester, c'est d'avoir une banque centrale européenne qui soit plus indépendante, et que par ailleurs il faut faire de l'inflation et faire fonctionner la planche à billets, ça revient au même, puisque ça c'est inacceptable non seulement pour l'Allemagne, mais pour toute l'Europe du Nord, et même on a chez lui ce triptyque. Et quant à Marine Le Pen, quand on regarde les choses vraiment, c'est un programme qui est vraiment nationaliste et vraiment socialiste, ultranationaliste et ultra-socialiste, parce que on a donc la préférence nationale, le protectionnisme présumé intelligent, mais qui l'est jamais, parce qu'il y a toujours des représailles, et puis donc un appareil de sécurité, des lois sécuritaires démultipliées, l'immigration zéro, etc., etc. Et puis de l'autre côté, c'est sur le plan dépenses publiques, là il y a 150 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, donc ça veut dire quand même qu'on passe la barre largement, et on se retrouve autour de 65% du PIB de dépenses publiques, et avec un côté étatiste extrêmement marqué. Donc dans les 2 cas de figure, on voit pas tellement comment peut subsister un secteur privé dans notre pays. Et par ailleurs, dans les 2 cas de figure, on a très vite une banqueroute. Donc on a sorti de l'euro et très vite qu'une banqueroute. La dernière banqueroute, hein, c'est
c'est la banqueroute dite des 2/3 du Directoire en 1797. Depuis, et bien sûr, il y a eu de l'inflation, il y a eu le nouveau franc, il y a eu des conversions monétaires, mais la France n'a plus jamais fait de vrais défauts depuis le Directoire en 1797. Là, pour ces deux candidats, on y va méthodiquement. Donc, ça sera un choc épouvantable pour la France comme évidemment pour le continent européen. Donc il faut vraiment éviter ce cas de figure. Alors monsieur, je vous fais passer le micro. Je vais commencer par un clin d'œil, qui est de vous poser la question suivante. Pourquoi les Chinois paraissent aussi optimistes ? Bon, personne n'a compris, je suis un peu étonné. C'est une allusion au livre de mon frère ça me donne l'occasion de le saluer. J'ai une deuxième question sérieuse. Si vous... Je voulais quand même vous féliciter pour la couleur de votre cravate. Bon, la deuxième question que je voulais poser, justement, on n'a pas beaucoup parlé de la stratégie mondiale. Il y a quand même les Chinois qui sont apparus depuis les 30 ou 40 dernières années, qui ont quand même pas mal impacté le monde occidental. Et mon propos, c'est ma question. Rappelons quand même que la Chine, 1,3 milliard d'habitants, c'est l'équivalent des 1,3 milliard du monde occidental, plus la Russie, plus le Japon. Et ça, on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est comme ça. Bien, mon propos, ma question est, dans la situation dans laquelle on se trouve, comment vous projetez l'avenir dans tout ce que vous venez de dire du monde occidental? Comment la Chine risque d'évoluer? Voilà. C'est quand même un impact important. Alors, en fait, la manière dont je pense que ça peut évoluer, c'est que le moment de la mondialisation triomphante est clairement passé. C'est 2008 qui l'a tué. Donc, on est dans un moment de démondialisation. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est quelle forme va prendre cette démondialisation. Donc, sur le plan économique, on voit qu'il y a, et c'est pour ça que le grand marché européen est un actif fondamental, on voit que ça se restructure autour de grands pôles géographiques. Donc, c'est vrai qu'on a des pays continents, les États-Unis, la Chine, l'Inde, il ne faut pas l'oublier parce que c'est quand même la première croissance mondiale. En ce moment, ça fait 7,5% par an. Et il y a beaucoup de progrès à accomplir. Et puis, il y a des continents qui peuvent se structurer. Par exemple, c'est vrai que l'Afrique a besoin de zones de libre-échange. Elle commence à en créer, mais entre ce qui est créé et la réalité, ça reste très, très émietté. Il y a des progrès sur l'Amérique latine. Donc, je pense que cette régionalisation de la mondialisation va s'accentuer. Ensuite, entre ces grands pôles, il y aura forcément un mélange de confrontation et de coopération. Et c'est ça la grande question qui est posée à sa manière par l'embardé Trump. Donc Trump, lui, il passe sur le mode de la confrontation, plutôt d'ailleurs sur des objectifs de très court terme. Mais est-ce que on va arriver à avoir suffisamment de coopération pour éviter ce qui s'est passé dans les années 30, c'est-à-dire pour le coup une grande crise qui dégénère en guerre commerciale et monétaire et qui ensuite dégénère en conflit mondial. Donc il y a beaucoup de raisons aujourd'hui pour coopérer, y compris entre la Chine et les États-Unis. Mais il ne faut pas sous-estimer la puissance des passions politiques, surtout dans la période que nous vivons. Le Brexit est un très bon exemple. Le Brexit, de quel côté qu'on le prenne, c'est une catastrophe. C'est perdant pour le Royaume-Uni, perdant pour l'Europe, ça n'a aucun sens. C'est un contresens historique complet, précisément pour pouvoir gérer la relation avec ces énormes ensembles et les risques qui viennent des djihadistes ou des démocratures. Il n'empêche que les Anglais ont fait ce choix-là et que c'est un choix qui, en tout cas à moyen terme, est irréversible. Donc, ça n'est pas parce que c'est rationnel que c'est ce qui va se passer.
Donc nous allons avoir ces grands blocs, sachant que de fait, l'Occident, le grand changement, c'est que l'Occident n'a plus le monopole de l'histoire du monde, donc la régulation est beaucoup plus compliquée à faire. Mais ça rend d'autant plus important, et c'est là où Trump est catastrophique, qu'un certain nombre de principes, de règles ou de valeurs qui étaient portés par l'Occident puissent continuer à être défendus et promus. Et ça, de même que le Brexit affaiblit évidemment l'Europe en même temps qu'il affaiblit le Royaume-Uni, c'est vrai que l'espèce de critique systématique par Trump de l'Europe, des traités de commerce, des alliances, ça, il est clair que ça affaiblit l'Occident de manière dramatique à un moment donné où on aurait précisément besoin de faire l'inverse. Donc, maintenant, comme je disais, les choses ne sont jamais écrites à l'avance. Il peut y avoir des embardées, y compris en Chine. Pour l'instant, les Chinois gèrent remarquablement leur bulle. Ils ont réussi à ce que ça ne tourne pas comme aux États-Unis en 2008. Mais il peut y avoir des accidents en Chine également. Il peut y avoir... Les Chinois prennent quand même beaucoup de risques, à mon avis, en mer de Chine, avec la volonté d'en faire une mer intérieure chinoise, non seulement vis-à-vis des États-Unis, mais aussi vis-à-vis de tous leurs voisins. Donc, on est rentré dans un moment où il peut y avoir beaucoup d'incidents, et il ne faut jamais sous-estimer que on a été obsédé à juste titre par l'économie après le krach de 2008, et c'était bien normal puisque c'était la pire crise depuis celle des années 30. On a quand même réussi à éviter une répétition d'une grande déflation mondiale, mais c'est vrai qu'on a sous-estimé les problèmes culturels, les problèmes politiques et stratégiques. Et aujourd'hui, ils sont absolument centraux. Et il faut ne jamais les oublier. Donc voilà un peu la manière dont, si on essaye de se projeter vers la moitié du... Ensuite, on peut construire plein de scénarios, mais je pense que c'est vraiment à partir de là qu'il faut raisonner. Donc, une démondialisation qui soit prend la forme d'une vraie fragmentation de l'espace mondial avec protectionnisme, etc. Et il y aura également, malheureusement, des épisodes d'affrontements armés qui iront avec, ou alors une restructuration, une polarisation régionale, et avec le mélange confrontation-coopération, mais un degré de coopération qui peut éviter en tout cas les plus grosses déflagrations. Je suis frappé par les chiffres de 1% de la population mondiale et 15% des transports. Comment ça se calcule et quels sont les postes qui l'ont? Alors, comment ça se calcule? La seule limite, c'est qu'il faut standardiser des PIB. Et donc, ça se calcule au FMI et à la Banque mondiale, avec aussi donc les problèmes de conversion monétaire. Donc, on est obligé de passer par des systèmes de parité de pouvoir d'achat. Bon, c'est des conventions, mais voilà où c'est calculé. Les 34% de transferts sociaux français, c'est assez simple. Hein, c'est la santé, c'est 12% du PIB. Les retraites, c'est un peu plus, c'est autour de 14%. Ensuite, vous avez toute la partie assurance chômage. Et puis, vous avez la fonction famille, les allocations familiales, et puis toutes les aides sociales diverses, y compris celles des municipalités, le RSA, etc. Et quand vous compactez tout ça, vous arrivez à 34% du PIB. Voilà ce que ça recouvre. Oui, mais c'est surtout c'est 15% des transferts sociaux mondiaux. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, mais parce qu'il faut... Il y a beaucoup d'endroits du monde. C'est aussi il y a beaucoup d'endroits du monde où il n'y a pas de protection sociale. Il y a beaucoup d'endroits dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est la corruption qui sert de système de protection sociale parce que ça percole quand même ensuite en fonction des. Alors évidemment, ça oublie pas mal de monde.
Oui, c'était la formule de Merkel. Effectivement, c'est 7% de la population mondiale. Elle avait dit 25% de la production, mais c'est plutôt 20%, malheureusement. Et c'est 50% des transferts sociaux mondiaux. Donc, mais quand on regarde ce que j'ai rappelé, dans les choses quand même positives récentes, c'est que quand on regarde aujourd'hui la zone euro consolidée, c'est un objet qui économiquement tient la route. Hein. Donc, avec un énorme point mort qui est la France et un autre pays qui va mal qui est l'Italie. Mais alors évidemment, la protection sociale ne doit pas être critiquée en elle-même. Elle a un rôle qui est fondamental. D'ailleurs, on voit très bien qu'un pays comme la Chine est en train de mettre en place des formes de protection sociale, mais les Chinois sont obsédés, comme ils vont être vieux avant d'être riches, les Chinois sont obsédés par l'idée de ne pas faire les mêmes erreurs que ce qui ont pu être. Donc d'avoir une protection sociale, parce que c'est fondamental, si on veut libérer l'épargne des Chinois pour qu'ils consomment, il faut que les Chinois n'aient pas à épargner de manière massive pour financer l'éducation des enfants, les générations supérieures, la santé. Donc il faut un système de protection sociale, mais il faut un système de protection sociale soutenable, donc qui n'ouvre pas des droits démesurés par rapport aux contributions. Donc c'est ça leur réflexion. Mais la protection sociale en elle-même, il va de soi que c'est quelque chose de fondamental qui participe de la citoyenneté et donc de la liberté dans les démocraties et qui par ailleurs sert l'économie. Il faut être tout à fait clair. Si vous prenez par exemple, deux biens premiers, la santé et l'éducation, dans une économie de la connaissance, le fait d'avoir un système éducatif qui soit accessible et performant, en soi, c'est évidemment un avantage comparatif pour l'économie. Même chose pour la santé. Si vous avez, ça on le voit dans beaucoup de pays en voie de développement, le fait d'avoir un système de santé performant, c'est quelque chose de fondamental. Et à l'inverse, si vous n'avez pas de système de santé, c'est ce qu'on a vu avec les crises sanitaires en Sierra Leone ou ailleurs. Quand vous avez des systèmes de santé déficients, c'est dramatique. Les crises sanitaires vont aussi se multiplier dans l'univers dans lequel on va vivre, avec les hommes, etc. Et le système de santé est évidemment quelque chose de fondamental pour le bien-être. C'est aussi un facteur de production. Voilà, en bonne santé, protégé, permettant de relever la protection nationale. Et pour ça, la fonction de l'homme, que l'on prend de la situation, on a une vision de la situation qui est objective et subjective. C'est juste une réflexion. Je tiens à préciser que mon vote n'est pas du tout orienté dans les passions. Comme voilà. Je tiens à le dire par rapport à ce que je veux dire. Le vote est libre, comme la parole. Ce sont quelques réflexions. J'ai écouté attentivement les orientations que vous proposez. Il me semble avoir reconnu ces orientations dans le programme d'un des prétendants au trône de France, qui va être élu prochainement, si je peux m'abuser, enfin, si jamais il y arrive, on va dire. Ce qui m'étonne un petit peu, il y a deux choses qui m'étonnent en fait. Une plutôt anecdotique, mais autre plus importante. La première anecdotique, si j'ose dire. Si je ne m'abuse pas, les propositions que vous faites, les orientations, ne sont pas, on va dire, je ne dis pas qu'elles sont anciennes, mais enfin, on les connaît depuis quand même quelques années, y compris depuis le temps où ce prétendant au trône de France était Premier ministre. Moi, je m'interroge toujours comment quelqu'un peut nous dire « je vais améliorer la situation de la France », alors qu'on sait que nos politiques ont des leviers très réduits maintenant par rapport aux décisions qu'ils peuvent prendre, ne serait-ce qu'au niveau économique. Ça, c'est la première réflexion. Moi, vous nous citez également la dualité entre les réformistes et les populistes. Vous êtes agrégé d'histoire, je suis certain que vous savez d'où vient le mot populiste et qu'il n'a pas la même origine que celui qu'on utilise actuellement. Ça, c'est une parenthèse. Moi, il y a une chose qui m'interroge. Comment une société comme la nôtre, la France, et comment l'Occident n'arrive pas à dépasser cet antagonisme entre les passions
et justement le populisme, sans aller ou se dire, il y a peut-être une autre pensée à avoir de la société qu'on souhaite avoir dans les années à venir. J'ai beau écouter, j'entends des projets à 4, 5, 10 ans, mais pas de projet de société sur les 20, 30 ou 40 ans qui arrivent. C'est ça qui me paraît important. C'est qu'on n'arrive pas à se projeter et donner du sens à l'ensemble d'une population qui, à mon avis, et je terminerai par là, n'attend que ça. Je vous remercie beaucoup. Alors, plusieurs réponses. D'abord, si vous regardez les grands chantiers que j'ai décrits, comme je vous l'ai dit, le paradoxe français, c'est que tout ça est parfaitement connu, mais que ça n'est pas du tout appliqué. Donc je prétends pas du tout, moi, je cherche pas à être original, je cherche à comprendre les problèmes. C'est Démosthène qui disait qu'il est dans mon citoyen de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. Donc moi, mon problème, c'est d'essayer d'être à peu près clair sur le diagnostic et d'essayer de mettre... Mais si les solutions sont pas originales, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elles marchent. Ensuite, je revendique pas forcément l'originalité. Le point suivant, c'est que si vous regardez les têtes de chapitre, pour parler très clairement, vous les avez effectivement chez François Fillon, mais vous les avez chez Emmanuel Macron. Entre les deux, il y a des différences de degrés. Prenons par exemple les dépenses publiques, il y en a 100 milliards chez l'un, 60 milliards chez l'autre, les suppressions de postes, 500 000 chez l'un, 120 000. Mais vous voyez que les grandes orientations, en fait, les grands chantiers sont les mêmes. Ensuite, il y a une différence de sensibilité, de tonalité, de degré. Moi, c'est vrai que je pense que pour avoir regardé ce qui s'est passé à l'étranger, je pense que la réforme progressive saucissonnée, malheureusement, dans l'état dans lequel est aujourd'hui la France, ça ne peut pas marcher. Donc je crois que la vérité est plutôt du côté de la thérapie de choc. Mais c'est pour ça que, pour moi, il y a un vrai affrontement entre les réformistes et les populistes. C'est qu'en même temps, évidemment, les deux candidats sont différents. Et vous avez raison. Donc il y en a un qui est dans la politique depuis longtemps, il y en a un autre qui est le seul qui se soit affirmé comme vraiment neuf et qui du coup est crédité du renouveau, ce qui est normal. Mais les grandes orientations, les grands chantiers sont à peu près les mêmes. Ensuite, la question que vous posiez sur la vision, c'est ce que j'appelle moi le projet, bien sûr. On ne peut faire bouger un peuple, y compris un peuple démocratique, qu'en lui donnant de l'espoir et de l'envie sur l'avenir. Ça, c'est tout à fait fondamental. Et donc, bien sûr, et ça ne peut pas être une vision qui est dupliquée, qui vient de l'extérieur. Donc, ça ne peut pas être des préceptes européens ou ce qui peut marcher en Allemagne ou au Royaume-Uni ou ailleurs, sachant que ce sont des pays qui ont leur histoire propre, leur structure propre, et que la France doit se trouver un projet de modernisation dans le XXIe siècle qui lui convienne. Et comme je vous l'ai dit, elle a beaucoup d'atouts pour le faire. La dernière question que vous posiez, qui est très importante, c'est la question du populisme. Et c'est vrai que le peuple, par définition, n'est pas un mot obscène dans une démocratie. Et si on en revient, puisque vous faisiez allusion à l'histoire, en fait, les Grecs ont deux mots. Il y a le laos et le démos. Le laos, c'est le peuple désorganisé. Et j'allais dire, le laos, c'est peut-être le peuple du populisme, c'est-à-dire c'est un peuple d'individus atomisés qui sont prêts à accepter n'importe quoi. Et finalement, je rappelle que Hitler a été élu par les Allemands en 1933. Et donc, mais évidemment, il y avait une pression. Évidemment, on avait des individus qui étaient à la fois atomisés, des classes moyennes ravagées par la crise, le souvenir de la défaite, la manipulation, et ça a donné donc l'arrivée au pouvoir de Hitler. Et donc le démos, par opposition au Laos, c'est le peuple organisé, construit comme une entité politique, avec des citoyens qui sont des citoyens responsables. Et on en revient toujours à ça, qu'il n'y a pas de démocratie sans éducation des citoyens à la liberté et à la responsabilité. Et que ce qui est difficile dans notre pays, ce qu'on a déjà vécu dans notre histoire, c'est que avec la Révolution française, donc on a un face-à-face entre l'État et puis le citoyen. Et que finalement, la Ve République, elle a institutionnalisé ça. Quand l'État est bien dirigé et que le citoyen est bien dans sa peau
et responsable, ça marche très bien. Quand l'État devient le problème et que le citoyen est complètement déstabilisé par des grands chocs, là, malheureusement, ça peut partir en vrille. Et c'est, à mon avis, précisément ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un ressaisissement démocratique. Un petit complément. Vous faites référence entre guillemets, je pense peut-être pas le mot, mais vous prenez connaissance que par moment, cette réforme des années 30, nous sommes bien d'accord que la réforme des années 30 et les réformes des années 30 et la nôtre n'ont pas de lien auquel de comparaison possible. Alors, les... Non, mais... Non, mais le monde d'aujourd'hui, fort heureusement, n'a rien à voir avec celui des années 30. On reste, même si elle est en train de se recomposer, on reste dans l'univers de la mondialisation. Et par ailleurs, la gestion de la crise a été très compliquée, mais on n'a pas de déflation type années 30. Je rappelle que sauf, par exemple, dans un pays comme la Grèce, puisque la Grèce, le PIB a fait moins 28%, on a 25% de chômage. Entre 29 et 32, on a moins 30% du PIB aux États-Unis et on se retrouve avec un taux de chômage supérieur à 20%. Donc, la Grèce est un cas très particulier, mais en dehors de ce pays-là, on n'est pas du tout dans cette configuration. Par ailleurs, on n'a pas les totalitarismes du XXe siècle. Donc, Poutine n'est pas Staline. Il n'est pas forcément plus fréquentable pour autant, mais c'est pas Staline. Et par ailleurs, on n'a pas... Et Orban n'est pas Hitler, pour parler... Bon, alors, donc, deux univers qui n'ont rien à voir, donc on ne peut pas plaquer l'un sur l'autre. Là où, en revanche, on a quand même des points communs, mais qui ne sont pas... Ça ne veut pas dire que c'est identité, c'est que, en revanche, le choc déflationniste, la crise des classes moyennes, qui sont touchées dans leurs revenus, dans l'avenir des enfants, dans leur patrimoine... j'allais dire la tension identitaire, la montée de l'insécurité intérieure et extérieure, ça, ce sont des points qui sont effectivement des traits communs, mais qui fort heureusement ne jouent pas de la même manière. Alors merci. Alors avant de passer peut-être à la dernière question, désolé messieurs dames, je rappelle rapidement nos prochains rendez-vous. Donc le 27 avril avec le compositeur Carole Beffa qui viendra nous parler de pourquoi et comment composer de la musique aujourd'hui. Et le 16 mai, Michel Serres sera avec nous. Je vous rappelle que Nicolas Bavrez sera à l'accueil pour dédicacer ses ouvrages dans quelques instants. Dernière question. Merci Sébastien. Elle va être double puisque vous parliez de projet. On ne vous a pas entendu du tout sur la transition écologique ou énergétique. Peut-être avoir un point de vue là-dessus puisque certains prospectivistes en font la ligne directrice en fait des évolutions à venir. Et la deuxième réflexion, peut-être un peu naïve, mais en tout cas de mon jeune âge, on a l'impression que la Ve République au niveau politique français a fonctionné quand les présidents avaient une base élective au premier tour qui tournait autour de au moins 40%. Est-ce que vous ne pensez pas que l'élection présidentielle de 2017 est ratée d'avance puisque tous les candidats au premier tour vont se retrouver dans un mouchoir de poche près à peu près 20% et que du coup ils ne vont pas avoir une base électorale suffisante pour mener les réformes dont vous avez parlé Alors, première question, transition écologique. J'en ai parlé dans les grandes mutations et j'en ai parlé aussi dans les atouts français. Parce que, par exemple, prenez Renault-Nissan, c'est le leader mondial sur la voiture électrique. Et il est bien clair que on ne va pas équiper la Chine avec des voitures américaines qui brûlent 20 litres au 100, ni l'Inde non plus. Donc, la France, elle a beaucoup de points forts en matière d'énergie, en matière de transport, en matière d'aménagement urbain, en matière donc de BTP, donc d'immeubles intelligents. Et il ne fait pas de doute que c'est un des grands axes de la croissance du XXIe siècle. Et que les gens seront de plus en plus mobiles. Comme je dis, on va avoir
on va avoir des ensembles urbains qui vont, certains vont dépasser 100 millions d'habitants. C'est vrai qu'on ne va pas faire les villes du 19e siècle pour faire vivre des ensembles pareils. Donc, il va falloir des villes qui soient des villes à la fois plus compactes et équipées et pensées de manière différente. Donc, c'est un des grands axes, incontestablement, du 21e siècle et un des axes sur lesquels la France a des vrais atouts à faire valoir. Bon, je suis pas sûr qu'ils vont tous être à 20%. Le 23 avril au soir. Hein. Mais ce qui est vrai, quand je vous ai rappelé les conditions sur le leadership politique, c'est que on va avoir deux difficultés. Est-ce qu'on va avoir un président de la République qui va sortir avec une légitimité forte, premièrement, et derrière, est-ce qu'il aura une majorité parlementaire? Parce que c'est quand même c'est ça les deux questions. Et comme je vous l'ai indiqué, sur les 4, pour l'instant, c'est François Fillon qui aura sans doute le plus de chances d'avoir une majorité parlementaire. Vous voyez, quand on regarde... Ouais, voilà, mais évidemment, il faut qu'il soit élu. Mais il y a un précédent qui est intéressant, que les gens ont un peu oublié, c'est 58. Parce qu'en fait, 58, c'est un exemple, puisque... De Gaulle arrive au pouvoir et il est parti. Il y avait 22 députés gaullistes dans la dernière chambre de la 4e République. Et en fait, il y avait il y avait 590 députés à l'époque. Et en 58, il a réussi à en avoir 200. Ce qui était déjà spectaculaire. Mais vous voyez, on l'oublie toujours, mais c'est aussi pour ça qu'il a dissous et qui fait le référendum de 62, c'est que il n'a pas de majorité gaulliste en 58. Donc aujourd'hui, le FN a 2 députés. Si le FN, quel que soit le cas de figure, le FN, à mon avis, dans la meilleure des hypothèses, ils peuvent passer à 100 députés. Emmanuel Macron, il a 0 député. Pour l'instant, il a 14 candidats. Comment vous passez de 14 candidats à 290 députés? C'est vrai que c'est compliqué quand même. Donc lui aussi, je pense que raisonnablement, en partant de 0, et là encore, s'il arrive à avoir une centaine de députés, voire mettons entre 100 et 150, ce sera déjà un résultat tout à fait spectaculaire, mais ça vous fait pas une majorité. Donc, votre question est tout à fait juste, c'est-à-dire que les deux questions posées, c'est non seulement le résultat, mais si vous voulez la médiocrité de la campagne, le degré de violence, j'allais dire, on a quand même, ils sortent tous quand même, certains plus que d'autres, hein, mais ils sortent tous assez abîmés de ce cycle. Et derrière, il faudra essayer de trouver une majorité à l'Assemblée. Donc, la probabilité qu'on ait que la condition du leadership fort ne soit pas remplie, on ne peut pas dire que cette probabilité est nulle et même faible. Mais il faudra, c'est là où ensuite on peut prendre la chose. Vous voyez qu'ensuite ça peut se renverser, c'est-à-dire que soit on le prend de manière négative, soit on se dit que ça peut aussi ouvrir un espace pour faire quelque chose de neuf, c'est-à-dire un truc un peu à l'allemande. Normalement, par exemple, si c'est Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'il aura jamais de majorité, mais ça veut dire que peut-être qu'il sera dans une position où il devra essayer de conclure un contrat de majorité. Alors, soit une cohabitation, mais ça, la cohabitation, c'est un système faible et instable, soit peut-être ce que Jacques Chirac aurait sans doute pu et dû faire en 2002, c'est-à-dire, compte tenu de la circonstance exceptionnelle de l'élection, essayer d'avoir sinon une forme d'union nationale, ça j'y crois pas trop, mais en tout cas un contrat de gouvernement qui aille, j'allais dire, de toute la partie modérée du PS et puis des Républicains et qui englobe le centre. Donc ça peut aussi permettre de faire ça. Donc quand est-ce que ça se fait? C'est vrai que pour moi c'est difficile de le faire avant les législatives parce que c'est les législatives qui donneront le rapport de force. Mais c'est pas complètement impossible non plus. Alors c'est vrai que ça suppose,
c'est la manière de tirer toutes les conséquences de la désintégration du système des partis. En même temps, si c'est Emmanuel Macron qui est élu président de la République, ça actera cette désintégration, puisque un deuxième tour Macron-Le Pen, par exemple, ça veut dire que ni le grand parti de droite ni le grand parti de gauche ne seraient présents au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc là, c'est quand même quelque chose de majeur, mais le fait même peut permettre d'ouvrir vers une... vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, je pense que c'est sûrement quelque chose qu'il essaierait de jouer. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Ça dépendra évidemment beaucoup de la situation des Républicains à ce moment-là.